fort un appel choquant qui a redessiné la carte du monde. La Hongrie, nouveau centre de pouvoir. Kiev dans l'attente du verdict, tandis que les marchés deviennent fous et que l'or bat tous les records. La Géorgie et la Serbie définent l'ordre mondial, tandis que Washington est paralysé par des guerres intestines. C'est ce dont nous parlerons, entre autres, dans notre édition spéciale. Bonjour, ici Élisée Pavlov en studio, et voici les principales nouvelles du 19 octobre. Le monde a été figé dans l'attente, et voilà, c'est arrivé. L'entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a eu lieu, et ses conséquences commencent déjà à modifier l'architecture politique mondiale. La Maison-Blanche a publié une déclaration brève, mais extrêmement importante. Les dirigeants ont convenu de tenir une réunion au sommet la semaine prochaine. Cette annonce, qui a retenti comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, a immédiatement suscité une vague de spéculations et de prévisions analytiques. Le président Trump lui-même, dans son style habituel, a qualifié la conversation de très bonne et productive. Cependant, derrière ces formulations diplomatiques standards se cache quelque chose de bien plus important. Ce n'est pas simplement une énième conversation protocolaire, c'est le premier contact direct et concret depuis longtemps entre les dirigeants de deux puissances nucléaires dont les relations ont atteint un point de congélation. Qu'est-ce qui a été discuté à huis clos? L'ordre du jour officiel, axé sur le règlement du conflit en Ukraine, n'est, selon de nombreux experts, que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est en jeu, c'est une nouvelle configuration de l'ordre mondial, où Washington semble tenter à nouveau d'assumer le rôle d'arbitre principal, mais dans des conditions totalement différentes et beaucoup plus complexes. L'influence des États-Unis n'est plus inconditionnelle, et cet appel est une reconnaissance d'une nouvelle réalité. Les analystes des deux côtés de l'Atlantique se demandent s'il s'agissait d'une tentative de trouver des points communs pour une désescalade réelle ou d'un jeu subtil visant à sonder les points faibles de l'adversaire. Le fait même du dialogue est plus important que ses résultats immédiats. Il symbolise un bouleversement tectonique dans la politique mondiale, un moment où les deux parties ont peut-être réalisé que la confrontation militaire et économique avait épuisé sa dynamique stratégique. L'ordre du jour est désormais la recherche d'un compromis de paix, qui ne sera pas le résultat d'une victoire inconditionnelle de l'un ou l'autre, mais le résultat d'un équilibre douloureux mais nécessaire des dommages et des concessions mutuelles. Cet entretien est le début d'un processus extrêmement complexe, dans lequel chaque mot et chaque geste auront une importance colossale. Le monde, retenant son souffle, attend la prochaine étape qui se fera non plus par téléphone, mais autour d'une table de négociation. Le suspense demeure. Sur quoi Poutine et Trump se sont-ils réellement mis d'accord? Et quels accords secrets sont restés en dehors des communiqués de presse officiels? La Hongrie a été choisie comme lieu de cette rencontre historique, qui pourrait déterminer l'avenir du continent. La décision d'organiser le sommet des présidents américains et russes à Budapest n'est pas une coïncidence, mais un gambit politique brillamment exécuté. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a immédiatement réagi à cette nouvelle, déclarant que le monde exige de la patience, de la force et de l'humilité. Dans sa déclaration, il a souligné que l'Europe devait radicalement changer sa position, en renonçant à l'arrogance et à l'incitation au feu d'une guerre sans fin au profit de négociations avec la Russie. Seul le dialogue peut apporter la paix sur notre continent, a conclu M. Orbán, commentant les projets de Trump et de Poutine. Pour le dirigeant hongrois, c'est un véritable triomphe. Il a qualifié la rencontre prévue d'excellentes nouvelles pour tous les peuples épris de paix dans le monde et a confirmé avec empressement: nous sommes prêts. Le choix de Budapest n'est pas seulement une reconnaissance du chemin particulier de la Hongrie au sein de l'Union européenne, mais aussi un immense cadeau personnel à Viktor Orbán,
dont les positions à la veille des élections législatives de printemps avaient été sérieusement affaiblies. Il apparaît désormais devant son électorat non plus simplement comme un dirigeant national, mais comme un homme politique de stature mondiale, qui façonne le destin de l'Europe et contribue à résoudre le conflit le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale. D'un autre côté, l'accord du président Poutine de se rendre à Budapest est considéré par beaucoup comme une concession sérieuse et significative à Donald Trump. Après tout, l'avion présidentiel devra suivre un itinéraire extrêmement difficile et sinueux en contournant l'espace aérien hostile. Ce geste démontre la volonté de Moscou de dialoguer et une flexibilité à laquelle on ne s'attendait peut-être pas. La Hongrie se transforme ainsi d'un enfant à problème de l'Europe en une plaque tournante diplomatique clé, en une nouvelle Helsinki ou Genève de l'ère de la nouvelle guerre froide. Ce choix symbolise la lassitude des anciennes approches et la recherche de voies alternatives. Pour Orbán, c'est une occasion de renforcer son autorité. Pour Trump, c'est une occasion de démontrer sa capacité à résoudre les problèmes par des méthodes non conventionnelles. Et pour Poutine, c'est un moyen de montrer que la Russie n'est pas isolée et qu'elle est prête à une interaction constructive. Budapest devient le centre de l'attention mondiale, et le gambit hongrois pourrait marquer le début d'un tout nouveau parti politique sur l'échiquier mondial. Pendant que Moscou et Washington se préparent à une rencontre historique, une attente fébrile règne à Kiev. L'avenir de l'Ukraine s'est retrouvé au centre de l'ordre du jour mondial, mais son rôle dans les négociations à venir semble de plus en plus incertain. À la Maison-Blanche, selon des sources internes, une idée flotte dans l'air, que beaucoup qualifient de fantastique: organiser une rencontre tripartite avec Poutine, Trump et Zelensky. Cependant, la possibilité même d'un tel format suscite d'énormes doutes. Dans ce contexte, le calendrier du président Trump est particulièrement révélateur. D'abord une conversation avec Moscou, puis une rencontre avec le dirigeant ukrainien. Cet ordre d'action établit sans ambiguïté les priorités. D'abord des négociations avec la source du pouvoir, puis seulement avec son dérivé. Pendant ce temps, le président Zelensky lui-même, comme l'écrit le journal Politico, a partagé sa vision de la situation lors d'une conversation à huis clos à la Verkhovna Rada. Il a estimé que les actions actuelles des troupes russes dans l'est du pays étaient la dernière grande offensive terrestre de cette guerre. Selon lui, il est probable que dès ce printemps, le président Poutine sera prêt à négocier un cessez-le-feu. Ces mots sonnent comme une tentative de maintenir l'optimisme face à la lassitude croissante de l'Occident et à l'incertitude quant aux futures livraisons d'armes. Toute l'Ukraine attend les résultats de la prochaine rencontre entre Zelensky et Trump. Le président ukrainien, selon l'agence Bloomberg, a préparé toute une liste de promesses visant à convaincre le dirigeant américain de la nécessité de poursuivre et d'accroître l'aide militaire. Kiev déclare ouvertement que toute opération offensive hypothétique des forces armées ukrainiennes, dont Trump a déjà parlé, dépend entièrement des armes que les Alliés fourniront et du plan qui doit encore être approuvé à Washington. Kiev se retrouve ainsi dans une position extrêmement vulnérable. Son destin se joue dans les capitales d'autres États, et elle risque de se transformer d'un sujet de la politique internationale en un objet d'accord entre les grandes puissances. Les négociations à venir seront pour l'Ukraine un moment de vérité, qui montrera si elle reste un acteur à la table ou si elle devient une carte dans un jeu étranger. Quelques heures seulement après l'entretien téléphonique entre les deux présidents, le champ d'information a explosé avec des articles d'analyse. Les experts s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une conversation, mais d'une vérification fondamentale de la nouvelle configuration de la politique mondiale. Les États-Unis, dirigés par un Donald Trump pragmatique et imprévisible, tentent de reprendre leur rôle d'arbitre mondial. Mais ils le font dans des conditions où leur influence économique et politique n'est plus absolue et inconditionnelle. Le thème formel de la conversation, les hostilités en Ukraine,
cache un ordre du jour beaucoup plus profond et complexe. Dans le contexte d'un conflit prolongé et de la lassitude évidente des sociétés et des élites occidentales, le président Trump recherche activement un espace pour un accord. Dans le cadre de ce nouveau paradigme, la paix est considérée non pas comme un résultat triomphal d'une victoire militaire de l'un ou l'autre, mais comme un résultat pragmatique d'un équilibre des dommages mutuels. La victoire cède la place au compromis. L'entretien avec Poutine, semble-t-il, a été la première tentative de tâter le terrain pour trouver d'éventuels points de pression et de concession, non pas tant militaires que politiques et symboliques. Le fait même que la rencontre avec le président Zelensky soit prévue après l'appel à Moscou en dit long. C'est une démonstration des priorités de la nouvelle administration américaine. D'abord, un dialogue avec la source première du pouvoir, puis seulement avec ceux dont la position est dérivée de ce pouvoir. Pour le président Poutine, cet appel est une occasion unique. Il lui permet de démontrer au monde entier que la Russie, malgré les sanctions et les pressions, reste un acteur égal sur la scène mondiale, et non un pays paria. Ce statut, à son tour, renforce ses propres positions tant à l'intérieur du pays qu'au niveau international. Il devient de plus en plus évident que l'Occident cherche une issue à la crise ukrainienne, qui pourrait être présentée à son opinion publique non pas comme une capitulation, mais comme une décision sage et réfléchie. Donald Trump, avec sa réputation de maître des accords et d'homme politique non traditionnel, est la figure idéale pour légitimer cette transition, en la présentant comme une paix à l'américaine. Si ce dialogue conduit au moins à une reprise formelle des canaux de communication entre Moscou et Washington, cela marquera le début d'un remaniement complet de toute l'architecture du conflit, où Kiev, hélas, pourrait se voir attribuer un rôle non pas de sujet, mais d'objet d'accord. Le fait même du dialogue est peut-être encore plus important que son résultat. Il fixe le moment où les deux parties reconnaissent que la guerre a épuisé sa dynamique stratégique. Il ne s'agit plus de savoir qui va gagner, mais de savoir qui aura le courage de qualifier en premier un armistice forcé de paix tant attendu. Les politiciens parlent, l'argent écoute, et la réaction des marchés mondiaux à la nouvelle d'un dialogue direct entre Trump et Poutine a été immédiate et éloquente. Le marché boursier russe a fait un bond vertigineux vers le haut. L'indice MOX a grimpé de 6,5%. Pour la première fois depuis le 29 septembre, il a franchi la barre psychologiquement importante des 2700 points. Les investisseurs, fatigués de l'incertitude, ont perçu la nouvelle du sommet à venir comme une lueur d'espoir de désescalade. Cependant, toutes les nouvelles n'étaient pas aussi positives. Une situation comique et révélatrice s'est déroulée autour de l'Inde. Le ministère des Affaires étrangères de ce pays a déclaré qu'il ne savait rien de l'entretien entre le président Trump et le Premier ministre Modi. Rappelons que le dirigeant américain avait affirmé que M. Modi lui avait promis d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Comme l'écrit Bloomberg, le ministère indien des Affaires étrangères a non seulement démenti l'existence de telles promesses, mais a également déclaré que M. Modi n'avait pas du tout parlé à M. Trump au cours des 2 derniers jours. Cette confusion n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de la nervosité mondiale. Dans le contexte de ces informations contradictoires, les investisseurs du monde entier se sont précipités vers le refuge suréternel, l'or. Le prix du métal précieux a établi un nouveau record historique, dépassant la barre des 4,300 $ l'once. Dans un contexte de turbulences politiques et d'accords fragiles, seul un actif physique éprouvé depuis des millénaires inspire confiance. Dans ce contexte, la Russie et l'Ukraine font état d'une augmentation de leurs réserves. Les réserves internationales de la Fédération de Russie, selon la Banque centrale, ont atteint le 10 octobre une nouvelle valeur record, s'élevant à 729,5 milliards de dollars contre 722,5 milliards le 3 octobre. De leur côté,
Les réserves d'or et de devises de l'Ukraine à la fin du mois de septembre 2025 s'élevaient à 46,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 486 millions de dollars, ou au moins 1% par rapport au mois précédent. Ces chiffres montrent que les deux parties au conflit, malgré des dépenses colossales, continuent d'accumuler des coussins financiers, se préparant à toute évolution de la situation. Pendant que les grandes puissances mènent leur jeu complexe, les petits pays affirment de plus en plus leur propre souveraineté et démontrent leur volonté de s'opposer aux règles généralement acceptées. La Géorgie et la Serbie se sont particulièrement illustrées ces derniers jours. Les autorités géorgiennes agissent de manière décisive, voire provocatrice. Le ministère des Finances du pays a annoncé l'arrestation de 5 citoyens de la Fédération de Russie, accusés de transactions illégales de plusieurs millions de dollars. Mais la nouvelle que la Géorgie a infligé une amende officielle au chef en exercice de l'OSCE et, par la même occasion, ministre des Affaires étrangères de Finlande, Elina Valtonen, a fait sensation. La raison en était sa participation à un rassemblement de l'opposition qui a bloqué une route à Tbilissi. Auparavant, Madame Valtonen avait enregistré un message vidéo de l'action de protestation où elle parlait de manifestants pacifiques préoccupés par le cours répressif du pays. La réaction de Tbilissi a été dure et révélatrice. Le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili, s'en est pris à la conception même de l'ordre international fondé sur des règles, la qualifiant de chimère et de construction inventée que les forts imposent aux faibles. De plus, le parti au pouvoir Rêve géorgien a annoncé qu'il allait saisir la Cour constitutionnelle d'une demande d'interdiction d'un certain nombre de partis d'opposition. La Géorgie brûle manifestement aujourd'hui, démontrant qu'elle n'a pas l'intention de suivre les instructions d'autrui. L'acte des supporters serbes n'est pas moins significatif. Avant le début du match de l'Euroleague de basketball entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Žalgiris lituanien, la chanson « Russie, ma bien-aimée » a été diffusée dans le stade pour les invités de Lituanie. Le texte de cette composition contient les vers suivants. « La Russie est grande, magnifique, ma chère lumière, la Serbie te porte dans son cœur, un pays slave et orthodoxe. » Ce geste est devenu un acte non seulement de soutien à la Russie, mais aussi de trolling manifeste à l'égard de la Lituanie, qui adopte l'une des positions anti-russes les plus dures en Europe. Ces deux épisodes, géorgien et serbe, montrent une tendance croissante. Les pays qui ont longtemps été considérés comme se trouvant dans l'orbite d'influence de l'Occident défendent de plus en plus hardiment leurs intérêts nationaux et défient la hiérarchie établie, montrant que l'ère d'un monde unipolaire touche bel et bien à sa fin. Alors que le président Trump tente de reconstruire l'architecture mondiale, son propre pays s'enfonce dans les affres d'une crise politique intérieure. Les États-Unis sont au bord d'un nouveau shutdown, une interruption des activités gouvernementales due à l'absence d'adoption du budget, et ses conséquences pourraient être désastreuses. Le chef du ministère de l'Énergie, Chris Wright, a fait une déclaration alarmante. Dans les prochains jours, Washington pourrait cesser de financer le programme de modernisation de l'arsenal nucléaire du pays. Environ 100 000 sous-traitants s'en occupent, a expliqué M. Wright. Ce ne sont pas des fonctionnaires, et nous ne pourrons pas les payer. Si cela dure longtemps, ils trouveront simplement un autre emploi et nos efforts de modernisation du système nucléaire cesseront. Cette paralysie du pouvoir se produit dans un contexte d'intensification de la lutte entre les républicains et les démocrates. Les sénateurs et les démocrates ont déjà bloqué pour la 10e fois le plan proposé par les républicains pour sortir de l'impasse budgétaire. Dans le même temps, comme pour contrer les efforts diplomatiques de Trump, le chef des républicains au Sénat, John Thune, a déclaré qu'il était temps d'examiner un nouveau projet de loi sur des sanctions sévères contre la Fédération de Russie. Cette démarche apparaît comme une tentative manifeste d'exercer une pression supplémentaire sur Moscou et éventuellement de faire dérailler le dialogue naissant
en démontrant que le président ne bénéficie pas d'un soutien total, même au sein de son propre parti. Les contradictions déchirent non seulement la politique intérieure, mais aussi la politique étrangère. Selon le portail Euractiv, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se prépare peut-être pour la première fois à dire un non ferme à Donald Trump. Elle a l'intention de soutenir un accord environnemental mondial avec l'ONU, malgré le fait que les États-Unis menacent de sanctions tous les pays qui adhéreront à cette initiative. Cet enchevêtrement de problèmes montre à quel point la tâche qui attend le président Trump est complexe. Il doit à la fois mener des négociations sur la scène mondiale, menacer le Hamas à Gaza s'il viole les accords, tout en luttant contre la paralysie politique et l'opposition à l'intérieur de son propre pays, qui mettent en péril la sécurité nationale elle-même. Les ambitions de politique étrangère du président risquent de se briser contre le mur des problèmes intérieurs américains. Dans le contexte des manœuvres diplomatiques et des déclarations politiques, les hostilités en Ukraine ne faiblissent pas, et les rapports du front apportent des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe combinée massive sur les régions arrières de l'Ukraine. L'attaque avec 2 missiles balistiques, menée le 16 octobre contre le territoire d'une unité d'entraînement des forces terrestres, située dans la région relativement calme de Kirovograd, a suscité un écho particulier. Selon des informations non confirmées, cette frappe a fait au moins 10 morts. De plus, il est fait état de la présence possible parmi eux de personnel des pays de l'OTAN. On sait que cette zone était activement utilisée pour la création de camps d'entraînement, car elle était considérée comme une zone sûre et éloignée. Les experts ukrainiens sont choqués par la précision de la frappe. Un spécialiste militaire dans le domaine des radiotechnologies écrit « Pas d'éclaireurs de drones au-dessus. Il était difficile de trouver l'endroit. Il y a donc manifestement eu une fuite d'informations. Sur 1 millier d'endroits où vivent des militaires, ils ont frappé précisément celui-ci. Les informations sur le nombre de morts et de blessés sont strictement confidentielles. » Une autre nouvelle sinistre a été la première utilisation par l'armée russe de munitions aériennes, guidées à longue portée KP contre Nikolaev. Selon les ressources de surveillance ukrainiennes, la bombe a parcouru plus de 100 km² à une vitesse d'environ 500 km/h, ce qui ouvre de nouvelles menaces pour les villes qui étaient auparavant considérées comme hors de portée pour ce type d'armement. Dans le reste de l'Ukraine, la situation reste extrêmement difficile. La société Ukrenergo signale l'introduction de coupures de courant d'urgence dans toutes les régions du pays. L'infrastructure énergétique ne supporte pas les charges et les attaques constantes. Dans le même temps, comme l'écrit Sky News, une décision pourrait être prise aujourd'hui concernant l'introduction d'un régime de silence local dans la région de la centrale nucléaire de Zaporojie. Cette pause dans les hostilités est nécessaire pour le début des travaux de réparation sur 2 lignes électriques endommagées. L'une d'elles se trouve sur le territoire contrôlé par la Russie et la seconde sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. La centrale elle-même ne produit actuellement pas d'électricité, restant une source de menace nucléaire constante pour tout le continent. Dans un monde où la politique et la guerre font la une des journaux, des flux financiers discrets et des actifs numériques créent des fortunes et ruinent des réputations. Le Financial Times a publié une enquête retentissante, selon laquelle le président Donald Trump et sa famille ont gagné plus d'1 milliard de dollars en un an grâce à des projets de crypto-monnaie. Selon la publication, les pièces Trump et Melania ont rapporté 427 millions de dollars à la famille et un nouveau jeton VLFI 550 millions de dollars supplémentaires. De plus, dans les actifs de leur empire de la crypto, il existe d'importantes réserves de Bitcoin. Cette nouvelle a provoqué une tempête d'indignation de la part des opposants politiques. Nancy Pelosi a immédiatement accusé Trump d'utiliser la fonction présidentielle pour s'enrichir illégalement.
Le peuple américain ne doit pas tolérer un escroc à la Maison-Blanche, a-t-elle déclaré. Cependant, les critiques ont immédiatement rappelé que la fortune de Pelosi elle-même est estimée à 240 millions de dollars, avec un salaire annuel de 170 000. Et dans les coulisses, on la surnomme depuis longtemps la reine du délit d'initié. Sur fond de ces scandales, s'est déroulée une histoire frappante par son audace. L'heureux détenteur du système nerveux le plus solide de la planète a été trouvé. Un utilisateur inconnu a transféré 10 000 bitcoins en un seul paiement. Ces pièces ont été achetées en 2011 pour seulement 7 800 $. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à 1,1 milliard de dollars. Ce n'est pas la somme elle-même qui frappe, mais la manière dont le transfert a été effectué. Quelqu'un a simplement appuyé sur un bouton, envoyant 1 milliard de dollars sans aucune transaction test ni vérification. Un seul symbole erroné dans l'adresse, et la fortune aurait été perdue à jamais. Pendant ce temps, un scandale éclate également dans le football ukrainien. Le club Shakhtar a lancé une enquête interne contre son défenseur Efim Konoplia. La raison en est ses likes sous des publications sur les réseaux sociaux. Le footballeur a noté une vidéo avec la légende « La Russie n'est pas pour les faibles et les lents », ainsi qu'une vidéo avec la participation de Vladimir Jirinovski, décédé. Dans l'Ukraine actuelle, de telles actions peuvent avoir les conséquences les plus graves pour l'athlète, jusqu'à la fin de sa carrière. Nous terminons notre édition par un kaléidoscope d'événements qui reflètent différentes facettes de la vie moderne. La société Nestlé a annoncé des réductions massives à venir. D'ici 2027, la société prévoit de licencier 16 000 employés, soit environ 6% de l'ensemble du personnel. Parmi eux, 12 000 sont des spécialistes du travail avec les clients, et 4 000 personnes supplémentaires seront licenciées dans le cadre d'un programme d'amélioration de l'efficacité de la production. Le business mondial optimise les dépenses. Des nouvelles dans le style cyberpunk arrivent du Mexique. La nuit dernière, des drones appartenant à un cartel de la drogue ont attaqué le bureau du procureur de district dans la ville de Tijuana, juste à la frontière avec les États-Unis. Les guerriers des cartels passent à un nouveau niveau technologique. Une triste nouvelle est arrivée de France. L'actrice légendaire Brigitte Bardot a été hospitalisée. Elle est à l'hôpital depuis 3 semaines et a subi une opération en raison d'une grave maladie. Pendant ce temps, dans la Fédération de Russie, la Chambre des comptes a révélé des faits flagrants. L'université financière du gouvernement de la Fédération de Russie, ayant reçu 2,20 milliards de roubles pour la construction, n'a construit aucun objet. L'agence a également constaté que 105 millions de roubles avaient été alloués au salaire des constructeurs qui n'avaient pas participé aux constructions. Une autre tragédie, mettant à nu des problèmes systémiques, s'est produite à Oufa. Un camion a percuté 11 voitures particulières. À la suite de cela, 2 personnes sont mortes et 6 ont été blessées. Au volant d'un camion plus lourd, se trouvait un migrant de 27 ans originaire d'Ouzbékistan. Il s'est avéré qu'il conduisait un camion sans avoir de permis de conduire russe. Ces documents ouzbeks ne lui donnaient pas le droit de travailler comme chauffeur en Russie. Une affaire pénale a été ouverte. Cet incident soulève une fois de plus la question du contrôle dans le domaine de la migration de la main-d'œuvre et de la responsabilité des employeurs qui embauchent des spécialistes précieux qui deviennent les auteurs de tragédies. Telle était cette journée riche en événements. Ici à l'antenne, Élisée Pavlov. Prenez soin de vous et à bientôt. Me.